Et si Ray Allen loupe son tir face aux Spurs en 2013? Waouh. Une enquête sponsorisée par, alors là, tout le monde. Hein. Guérande, Kleenex, Bastien. On s'installe. Tony Parker, Boris Diaw, Tim Duncan, Greg Giroud, Popovich. Jésus. On s'installe tranquillou en faisant la bise. Vous le savez, c'est le lundi. A.K.A. The Best Day of the Week. Oui, monsieur. O-U-I-K-E, bien sûr. Exactement, nous sommes lundi. On espère que vous, ça va. Je vous avais dit qu'on allait faire cette enquête. Elle est donc terminée. On vous souhaite un bon lundi. Voilà, c'est ça. Bon lundi à tous. Je n'irai pas plus loin. Mais bien sûr que si, c'est exactement. Les Spurs n'ont pas perdu en 2013. Non. Vous le savez, vous êtes nombreux depuis des années à suivre Trash Talk. Il y en a plein qui me rendent à chaque fois dans la gueule, comme avec Alex pour le Hall of Fame de T-Mac et Bibi. Mon running gag, c'est Ray Allen et le shoot face aux Spurs en 2013. J'ai pris mes cachets, j'ai bien dormi. On va donc pouvoir se faire cette émission dans la joie et la bonne humeur. La très bonne humeur, bien sûr. Voilà, et donc, vous connaissez les classiques, ce sont les enquêtes Trash Talk. Et oui, sur cette saison NBA 2020-21, chaque lundi, on vous retrouve pour explorer les grandes questions dans l'histoire de l'humanité, comme par exemple, pourquoi est-ce que Tim Duncan est sur le banc, putain de merde, ou bien, je ne sais pas, Alex, qu'est-ce qu'on a fait comme enquête? Il était lancé, Kawhi. Qu'est-ce qu'on a fait comme enquête? Merde. Sors plus vite, Tony. Ah! On a fait Tim Duncan qui par exemple pouvait jouer aux Sixers si la draft avait été différente. Oui. Si c'était présenté en 96. Et plutôt on a voulu savoir si la Dream Team aurait pu vraiment exister. Ouais. On a fait Gilbert Arenas qui aurait dû garder. Si Kobe était un joueur des Hornets. Voilà. Si Carmelo fait toute sa carrière à Denver. Ouais. Et patati et patata, si Draymond Green ne se fait pas suspendre face aux Cavs en 2016, vous avez été nombreux justement à apprécier ça. Et il y avait quelques acteurs déjà surveillés là-dessus, notamment LeBron James et un petit James Jones, dont on va pas... Petit James Jones, qui devait être dans le coin. Ce lundi, direction Miami pour présenter cet incroyable moment dans l'histoire de l'NBA, un des plus grands moments de l'histoire de l'NBA, le shoot de Ray Allen dans le corner en 2013. Rebound, Bosch, back out to Allen, is three-pointer, bang. Avant de rentrer dans tous ces détails, on vous rappelle la colonne vertébrale de ces enquêtes. D'abord, on commence par le contexte, hein. On remet un peu les choses dans le contexte, on vous reparle des acteurs principaux de là où les actions concernées, on explique d'où viennent les deux équipes, on parle un peu de stats, de machin, de trucs, enfin voilà, on remet un peu toute la big picture, comme on dit là-bas. Exactement, pour pouvoir ensuite prendre place et laisser sa place à la boîte à SF pour qu'on puisse parler là de toutes les questions. On connaît le passé, on connaît le présent, on connaît même le turfu, et donc c'est là qu'on se permet plein de choses. Spoiler, il y a plein de questions à se poser. Ah bah là, effectivement. Non. Mais là, attends, en fonction de comment ça se passait, tu pouvais avoir des destins qui changent là. Tu pouvais avoir 2-3 choses à remettre en question, et donc forcément après ça nous mène à une note. C'est l'échelle du what if dans laquelle, dernière section, on va devoir mettre une note de 1 à 5, 1 étant la note basse, hein, vous pouvez aller en dessous de 1 si vraiment l'enquête vous paraît insignifiante. Vous pouvez pas aller au-dessus de 5 parce que sinon il y a des soucis avec les onces. C'est ça. Mais voilà, après toutes les demi et même les quarts sont acceptés. Et les points 17 aussi, évidemment, pour aller dans les plaisirs du visuel. Voilà. Évidemment, on vous attend comme d'habitude à la fois dans les commentaires sur cette enquête, mais aussi pour les suggestions d'enquête. C'est tout au long de la saison. À chaque fois, on vous voit avec vos petites suggestions. Il y en a qui avaient me demandé d'ailleurs Dallas et Dirk Nowitzki par rapport à la draft des Bucks et tout ce qui s'était passé. Donc ça a été géré. Et donc on va pouvoir s'y mettre gentiment. Je suis en PLS total, mais avant ça, je suis surtout à table. La question, c'est qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ? Je propose une bonne vieille calzone. Très bien. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Pizza, calzone. Calzone, c'est mozzarella, c'est jambon, c'est évidemment la sauce tomate. Et personnellement, moi j'aime bien avec des petits champignons et un œuf. Et un œuf, très important. Et quand elle sort du four, là, elle est bien gonflée. Parce que c'est la pizza, c'est le calzone. Ça veut dire, si je dis pas de bêtises, la team italienne, vous me redirez, mais je crois que ça veut dire chausson en italien. Et que donc, le principe, c'est que la pizza, comme ça, elle fait une forme de chausson. Quand elle sort du four, elle est toute gonflée. Et quand elle dégonfle,
hop, tu mets un petit peu d'huile d'olive comme ça, puis 2-3 petites feuilles de roquette pour se donner bonne conscience. Mais en gros, il y a du jambon, du fromage, c'est gras. Et de la pâte. Et de la pâte. On aime bien passer comme ça. Voilà. Donc la petite calzone. Non, c'est très très bon. C'est de très loin ma pizza préférée. Et bah les fans comme de ça la... que tu sais si t'es dans une bonne pizzeria. En fait. C'est ça, les fans de la team calzone, vous allez rejoindre Alex. Léon, qu'est-ce qu'on mange? Moi je vais manger avec Alex, mais je vais prendre des antipastis. Ah, lesquels? Parce que on est sur quoi? Je vais t'emmener dans un petit resto italien à côté. Les petits artichauts, tout ça. Artichauts. Bufala. Burrata. Je sais pas si le font. Non, pas forcément. Les petits champignons marinés, les tomates confites. C'est bon ça, les antipastis, de toute façon c'est magnifique. Hein. Ah bah ça l'Italie de toute façon. Hein. Magnifique. On le sait. Hein. Ah oui, bien sûr. Ah bah c'est la base. Au basket c'est pas ouf, hein, mais en cuisine ça se débrouille quand même. Ça va, et dans les milieux de terrain aussi. Ouais. Personnellement je vais partir sur une salade toute simple de riz avec du thon. C'est la petite conception locale. Du riz noir, essayez le riz noir notamment qui est dans les mêmes rayons. Si vous avez du mal un peu qu'avec le risotto, vous pouvez y aller. Riz noir, excellente découverte récente avec du thon, tomates cerises, un petit peu, et je sais que c'est tout un débat notamment autour du coriandre, hein, je sais que il y en a qui... La coriandre, voilà, certains coriandre, tout à fait. qui ne sont pas pour, mais Alex, t'es avec moi, on aime la coriandre? Ah oui, coriandre, tout à fait. On met de la coriandre, tomates cerises, un peu de citron, et la vie est belle. Voilà, ça fait du bien. Et voilà, on a bien mangé. On a bien mangé. Et maintenant, je vais manger bien ma race, parce qu'on va devoir s'occuper de cette enquête, et si Ray Allen loupe son tir dans le corner face aux Spurs en 2013. Vous le savez, on va devoir démarrer par le contexte, et un début de contexte démarre forcément avec une date. Alex, nous sommes en 2013, mais nous sommes surtout le 18 juin. Donc ça c'est le jour du Game 6, ça. Ouais. Ah bah, c'était le Game 8, ça se saurait. Non, bien sûr, mais... non, je vais être désagréable. Je veux dire par là, genre il y a tout un petit contexte avant, quoi. Allez, je t'en prie. On est donc sur le Game 6 d'une finale entre le Heat, champion en titre, et les Spurs, équipe très sérieuse, puisque les Spurs viennent de finir la régulière avec 58 victoires. Ils ont été deuxième de l'Ouest derrière le Thunder. Ils ont mis des belles tôles dans leur parcours de play-off, parce qu'au premier tour, on leur a filé les Lakers. Bon, sans Kobe, parce que Kobe, c'est tendon d'Achille. C'est l'année du tendon d'Achille de Kobe. Les Dwight dans la poche. Avec du Dwight, du Steve Nash, lol, du Pau Gasol, du... Meta World Peace, du Good Luck, Andrew Goodluck, Darius, comment il s'appelait, Darius Miles? Non, Darius Miller. Peut-être Darius Miller. Il y a un Darius quelque chose. C'était sous Mike D'Antoni, on avait Earl Clark qui est là pour choper du gros contrat. 4-0. Bon, Jody Mix. Ensuite, je fais les Spurs, tiens, c'est parti. Allez. Spurs, ensuite, équipe forte qui joue bien au basket, nos Spurs et tout. Ça joue les Warriors du Stephen Curry naissant. Au deuxième tour, qui viennent de faire les Nuggets. La surprise générale avec un tout jeune Draymond Green, un tout jeune Klay Thompson, un Jarrett Jack au taquet du taquet. Ça leur met 4-2. Il y a Draymond? Ouais, tout jeune. Ok, putain. Il doit être déjà rookie ou sophomore. Okay. 4-2. Propre, dominé. C'est la team avec David Lee, Jarrett Jack, mais en face il y a Ginobili très clutch, il y a Tony, Kawhi et compagnie. Il y a Tim Duncan encore. Bien sûr. Il est encore très très bon en 2013, l'ami Timmy. Des belles retrouvailles entre Mark Jackson et Greg Popovich. Voilà, c'est ça. Et en finale, les Grizzlies qui n'ont pas toujours réussi aux Spurs, sauf que là, les mecs ils vont faire attends, le grit and grind, non mais pas cette fois. Par contre. Tout à fait. Bien sûr, c'était magnifique la finale de conf avec notamment en son sein un monsieur Tony Parker, parce que souvent on parle des Spurs, de Duncan, de Greg Popovich, de Ginobili. 2013, c'est vraiment Tony Pichot. Il fait des playoffs monumentaux à la tête de ces Spurs, où notamment on le voit tête contre tête, contre les Grizzlies. Complètement dingue en finale de conférence, tête contre tête avec Duncan, et il le dit. Gros, Timmy, je t'avais promis, on n'avait pas été en finale NBA depuis 2007, si je ne dis pas de bêtises, l'année où ils sont titrés avec Tony, le doigt en l'air et MVP des finales, balance-toi, et donc retour en finale 6 ans après, il l'avait promis à Duncan, on est content côté Spurs, normalement, t'es en bonne position pour taper le Heat. En tout cas, t'as fait le boulot. Tout à fait. Parce qu'en face, c'est pas n'importe quel Heat, en face, c'est le Heat de 66 victoires. C'est le Heat qui, au mois de février, au mois de mars, je schématise, n'a pas perdu un match, quasiment. Il y a 27 victoires d'affilée, quand même.
C'est beaucoup 27 victoires d'affilée. Bien sûr. C'est-à-dire que t'es focus dans ta régulière. Hein. Il y a un LeBron James qui donc a été l'année d'avant MVP de régulière puis MVP des finales, qui là est MVP de régulière. Champion olympique en plus. Champion olympique au passage. Il envoie une saison régulière dans ses standards, là, tu sais, le 27-8-8 ou 27-7-7. Là, mais les pourcentages. Dans ces trucs-là, pourcentage de salaud, genre 40% de loin, 56% au tir. Il est même à... Je l'ai pas là, mais je crois qu'il est même à 75 ou presque 78% au lancer, ce qui dans la carrière de LeBron James sur une régulière est une grosse saison. Quoi. Ouais, et il avait enchaîné, tout à fait, il avait enchaîné plusieurs matchs pendant cette saison et ou la précédente où tu avais un LeBron à 70-80% au tir où tu te disais c'est prime LeBron, il n'y a rien au lancer, à faire. Pas au tir. Au tir. Des matchs de saison régulière consécutifs. Ah oui, des matchs de saison régulière. Rien à faire. Pardon, oui. Où tu ne pouvais rien faire, où LeBron rentrait dans des stats records de genre. En fait, LeBron vient d'être à 15 sur 17 au tir, puis 9 sur 11, et en fait, il dit genre merde, il a loupé 10 shoots depuis un mois. Sans parler qu'autour de ça, il a quand même un Wade qui est encore bien lourd. Il a un Bosch dans son rôle là de role player de luxe, pivot quand il faut et tout. Enfin bref, le Big Three, là, les Tres Amigos, il domine. Il domine de ouf, j'ai dit 66 wins, 27 wins de suite et tout. Ça arrive en playoff, premier de l'Est évidemment, avec le meilleur bilan de la ligue. Au premier tour, il y a les Bucks de Brandon Jennings. Bon, 4-2 c'est un sweep. Pour ceux qui n'ont pas le running gag, c'est Brandon Jennings qui dit c'est bon, on gagne ça en 6, tranquille. Ouais. Et puis même encore quand il y a 3-0, il dit ouais, non mais il se trompe là, je sais pas, c'est pas là qui s'est passé cette année, qui se trompe, voilà. Bucks in 6. Donc ça sweep les Bucks, les Bulls derrière, c'est 4-1. Il n'y a pas trop. Les deux premiers tours du hit sont des formalités, quoi. Ça expédie vite, ça joue fort, ça défend dur, hein, ce hit-là. Ça court, ça se fait plaisir. Ils sont très compliqués à jouer. Ce sont les Bulls de Nate Robinson et Joakim Noah ? Oui, ce sont les Bulls qui ont fait les Nets. Qui ont fait les Nets au premier tour avec Nate Robinson qui est complètement dingue. Souvenez-vous, Big Balls avec Marco Bellini, avec Joakim Noah, Reggie Miller dit si demain je démarre un Game 7, je prendrai Joakim Noah devant tout le monde. Reggie Miller, là, oui. Qui était complètement dingo, sauf que ces Bulls vont affronter en effet le Heat. On s'en souvient aussi, c'est la série de playoffs où il y a un jeune défenseur qui est envoyé en mission sur LeBron 48 minutes. C'est Jimmy Butler qui va jouer plusieurs matchs consécutifs à la Will Chamberlain avec du 48 minutes. Et on a aussi, si je ne dis pas de bêtises, dans cette série, excusez-moi les enfants, veuillez détourner le regard, la fameuse fan du Hit qui est comme ça, dans la tête de Joakim Noah et Taj Gibson pour dire merci, bienvenue à South Beach. Voilà, c'est ça. Donc bon, 4-1, pas grand chose à faire pour les Bulls. Le Heat est trop fort. Le Heat arrive en finale de conf où il retrouve les Pacers. Ces Pacers-là, c'est pas n'importe quel Pacers. Ce sont les Pacers de Monsieur Roy Hibbert. Et désolé, mais il fait une grande série. Je pensais pas que c'était le premier nom que tu allais sortir. Si, je fais exprès. Il fait une grande série de finales. Roy Hibbert, il fait une grande série de finales contre le Heat cette année-là. Ça sort les Knicks en 2001. Ouais, et puis au-delà de ces playoffs, vraiment sa série de finales de conf à Roy Hibbert est très bonne. On a du bon gros Paul George qui est jeune, hein, mais déjà... Superstar. Waouh. David West. Et puis à tour, t'as David West, t'as George Hill, t'as Lance, l'homme qui souffle à l'oreille du King. Lance Stevenson, quand même, c'est là qu'on voit notamment tout ce qui se passe autour de la rivalité Pacers-Heat. On voit. Coty, bien sûr. Hansbrough. Il y a eu Tyler Hansbrough, il y a tous les garçons qui sortent du banc parce qu'on parlait certes de toutes ces équipes qui se font rouler dessus, mais du côté de Miami, on parlait de LeBron, Wade et Bosh, mais on a aussi un copain là, Ray Allen, mais on a aussi du Mike Miller, on a des garçons qui sortent du banc pour venir aider, on a l'indétrônable Mario Chalmers à la main qui est vraiment le souffre-douleur de LeBron mais qui est le relais numéro 1 d'Eric Spoelstra. Donc ce hit déroule à l'Est comme les Spurs aussi déroulent à l'Ouest pour... Il gagne 4-3 hein. Tout à fait. La finale de conf il la déroule pas. Non bien sûr. Il la domine mais c'est un ping-pong hein. C'est 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3. Wade a du mal dans cette série. Wade c'est une série compliquée pour Wade et tout voilà. Par contre, Bronbron, lui, il écrabouille. Il continue de tout écrabouiller. Hein. Bien sûr. Les pourcentages sont dingues. Vous irez voir les stats. C'est extrêmement sale ce que fait Bronbron. Et donc, ouais, ça arrive en finale. Face aux Spurs. C'est un duel où on est là, genre, yes, putain, ça peut donner des sacrées finales et tout quand même. Quoi. On se dit ça quand même. Complètement. Et d'ailleurs, souvenez-vous pour le contexte global. On va pas être déçus du tout. Souvenez-vous pour le contexte global, pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Quelques mois auparavant, nous sommes en novembre 2012. Donc la saison, normalement... On est en train de reprendre ça gentiment et il y a un Heat Spurs qui est en antenne nationale qui est censé être attendu, mais Greg Popovich ne met pas tout le monde sur le parquet. C'est le Heat Spurs qui va coûter 250 000 là. C'est le Heat Spurs qui va provoquer 200 000 $ d'amende notamment. Donc c'est la même saison où on voit les Spurs de novembre 2012 qui disent avec Pop
non, tranquille, on va mettre Corey Joseph, Nando De Colo ou Matt Bonner, ou je sais plus, enfin bref, on va mettre l'équipe F. Ce qui va énormément frustrer et énerver monsieur David Stern, hein, quand même. L'intérieur, là, comment il s'appelait l'intérieur des Spurs, là, petit mais très costaud, là? Ah, Derwan Blair. Derwan Blair, on avait les débuts de, je sais pas encore s'il était Aaron Baines, mais on avait en gros l'équipe vraiment F des Spurs qui est en déplacement à Miami, David Stern qui pète un câble, Furieux. 200 000 balles juste avant hein, que Adam Silver récupère la suite. Et donc c'est vrai qu'il y a le parcours de série régulière, le parcours de playoff, mais qu'on garde aussi cet élément-là en tête parce qu'on se dit ah bah du coup on va pouvoir voir Spurs hit, vraiment, à moins que tu sais il commence à y avoir des trolls du genre est-ce que Pop va démarrer le game 1 avec Corey Joseph en titulaire alors que Tony vient de faire des dingueries contre les Grizzlies. Non. On rappelle qu'à cette époque-là on joue encore les finales NBA en 2-3-2. Tiens. L'équipe qui a l'avantage du terrain, donc là en l'occurrence le Heat, 2 fois à la maison, puis 3 fois à San Antonio, puis si besoin est 2 fois à Miami. Règle qui a changé par la important quand suite. même mine de rien. Bien sûr. Dans cette série là quand même. Ça a changé par la suite. Hein. Le Game 1, match, pas un très beau match parce que ça défend le plomb des deux côtés. Ça a du mal peut-être à trouver du rythme au shoot et tout machin. Mais alors le money time des Spurs, c'est un modèle du genre. Et puis alors Tony. Ah Tony. Le fameux shoot de Tony, la balle qui tombe dans tous les sens. Le match là, le shoot qui met à plus. Le shoot qui tue, où la balle rebondit dans tous les coins du cercle. Il tombe avant Tony, il tombe, il a LeBron sur lui, il a le souffle de LeBron sur lui, il tombe, il glisse, il se relève, il met une espèce de runner merdique en déséquilibre, ça rentre avec la planche, c'est incroyable. En fait, t'as vraiment une fin d'horloge où tu te dis, bon, c'est une possession claquée, normalement ça doit jamais finir. Et en effet, Tony tape une impro totale alors que LeBron était vraiment, à aller le voir, le replay est disponible. Il est à ça de le contrer. Avec le compte, avec la main. Parce qu'il y a la main qui est juste là. Tony, il fait comme ça. Et Tony envoie une espèce de prière qui rebondit. C'est horrible pour le Heat parce que ça tue vraiment les espoirs de Miami. Pump fake. Ah, complètement. Et l'explosion de Tony en allant vers le temps mort, on s'en souvient, où il dit putain, yes, parce que, comme tu l'as dit, San Antonio n'a pas l'avantage du terrain et que donc, si tu peux remporter un des 2 premiers matchs, c'est quand même énorme parce qu'après tu vas devoir jouer 3 fois à domicile. Surtout dans ces circonstances-là où vraiment mentalement t'as la sensation dès le game 1 on se dit ah les Spurs là ils viennent de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière là. Yep. On arrive au game 2, bon là game 2 Heat pas content, blowout. Je sais pas si c'est là le compte de Thiago Splitter. Le compte de LeBron sur Thiago Splitter, c'est au game 2 ça? Je sais pas. Peut-être bien ouais. C'est dans cette série-là? Ah, c'est cette série-là. Si, c'est cette série-là. Bah, si. Ça... Je vais vérifier. Non, c'est pas l'année d'après. Je vais vérifier. Non, c'est cette série-là. Vas-y, vérifie. Oui, il y a un contre pour celles et ceux qui veulent aller checker. Bastien va vérifier, c'est bien dans cette série. Mais effectivement, bah, c'est un moment, il y a Thiago Splitter, il reçoit plutôt un bon ballon. Là, il se dit, bah, je vais aller dunker, moi. Et en fait, il y a Bonbon sous le cercle et l'autre, il l'écrase. 10 juin 2013. Il l'écrabouille. Horrible. Tout. C'est le mec, il arrive puissant et tout comme ça, genre, poum. Puis IRM, coup de tête, épaule. Ça s'arrête. C'est vraiment, tu t'arrêtes, quoi. C'est impressionnant. Ce compte, il est complètement malade de LeBron et le match est totalement dominé par Miami. Il le remporte, là, je vois 103-84 pour me rappeler le score, mais tu te dis, bon, ok, Miami a vraiment fait le taf. Ils ont laissé passer le game 1. Let's go to San Antonio. Ils ont récupéré le game 2, let's go à San Antonio. Mais attention, parce que les Spurs, à l'époque, pour replacer évidemment tout ce contexte puisqu'on le fait, on est sur une équipe qui a comme patron, comme tu l'as dit, du Tim Duncan, du Tony, du Manu et Greg Popovich, et beaucoup d'expérience. Mais autour de ça, on a plein de joueurs capables de vraiment de punir, et ce mouvement de balle hyper limpide qui peut permettre à certains joueurs de sanctionner à 3 points. Le Game 3 est un déluge. Mais un déluge. On est sur un 113-77. Gary Neal et Danny Green. Ouais, Gary Neal, c'est vrai. C'est le Gary, je vérifie, mais je crois que c'était le Gary Neal. Gros blowout des Spurs au Game 3. Pendant que Bastien vérifie les stats. Donc les Spurs qui... Vas-y. 7 sur 9 à 3 points pour Danny Green, 6 sur 10 à 3 points pour Gary Neal. Il y a 113-77. C'est un énorme blowout, c'était un massacre. Et donc les Spurs reprennent l'avantage 2-1 dans la série. Ouais. Match, et ils en ont encore 2 à jouer à domicile. Oh. Donc là, en Floride, voilà. Sauf qu'en fait, le Game 4, bah, on n'est pas loin du blowout côté Heat. Hein. On n'est pas loin. Hein. Ouais. Ils ont dominé fort. Hein. Je sais pas si on peut le ranger vraiment dans la catégorie blowout. Pas blowout non plus, parce que c'est vraiment dans le dernier quart qu'ils font l'écart. C'est pour ça que je le mets pas... je le dirais blowout entre guillemets, quoi, tu vois, mais il y a une grosse domination Heat qui répond fort. En gros, ils ont pris une branlée au Game 3.
Ils reviennent au Game 4, toujours à l'extérieur, ils font non. Victoire 2-2. Victoire 109-93, tout à fait 2-2. Et dans ce match, évidemment, les stars et anti-stars, et ça va être un gros sujet à la fois pour ces finales et pour les finales suivantes, c'est que on se posait des questions sur la situation de Dwayne Wade, qui était vraiment pas tip-top sur la série précédente, et on voyait des soucis physiques avec Wade. Oui. Sauf que là, on parlait 2 ans auparavant, en 2011, de sa finale face à Dallas, qui est perdu, mais il a été énorme. On se dit, quel va être le Wade qui va pop-up pour les finales? Il nous sort un Game 4 magistral, il tape du dunk, il est rageur. Enfin bref, c'est le D-Wade de Floride, c'est Wade Kearney. Il donne l'intensité en défense aussi. Il est complètement dingue, donc vraiment lui crée la différence, alors qu'en face, c'est vraiment les premières interrogations sur dans quel état est Manu Ginobili. Il va nous faire des finales vraiment compliquées, alors que c'est censé être un X-Factor. Tu te dis, il y a Danny Green et Gary Neal qui font le boulot, il y a Tony et Tim qui sont là, il y a certains titulaires comme Splitter et compagnie qui font le travail, et là on les attend dans leur rôle, mais Manu est fantomatique. Moi je me souviens de ce Game 4 en me disant, mais Manu il est à la retraite là déjà, c'est pas possible. Ouais. Et il y a 2-2. Ouais. Et il en reste un, le Game 5, il en reste un à San Antonio, qui va être gagné par les Spurs. Beau combat, Spurs solide, match tendu, avec beaucoup de batailles tactiques entre Popovic, Spoelstra, ça se regarde du coin de l'œil, qu'est-ce qu'il fait? Tu fais rentrer Guérini, bah attends, bouge pas. Tac, moi je mets Mike Miller, démerde-toi avec ça. Enfin, tu vois, genre vraiment, c'est un sacré combat de coach, on n'a pas encore trop parlé, mais ces finales-là... Ça transpire fort. Ah, ça transpire fort, et puis genre tu sens que le jeune Spoelstra il est là, non mais moi je peux regarder Greg Popovich droit dans les yeux en fait, tu vois, donc il a l'effectif pour et tout, et le Heat aime bien jouer un peu plus small ball avec souvent que Bosch comme intérieur et tout, alors que Tim Duncan ils aiment pas ça côté Spurs, avoir juste Tim Duncan, enfin tu vois, genre il y a vraiment une bataille tactique. N'empêche qu'au Game 5 c'est les Spurs qui la remportent, la bataille tactique, et qui remportent aussi le match, donc t'es à 3-2 Spurs, et tu reviens à Miami, et nous sommes enfin le 18 juin, ce fameux 18 juin, donc là c'est pas l'appel du général, non. C'est l'appel du Game 6. C'est ça, je complète juste sur le Game 5, puisque tu le disais, les Spurs mènent 3-2, on a encore Danny Green qui fait des dingueries en étant à 6 sur 10 à 3 points, souvenez-vous, il y a les zooms assez précis sur la tête de Ray Allen, parce que le record de 3 points planté en finale NBA, qu'on avait vu avec lui notamment lorsqu'il était avec les Celtics, les fameuses années Celtics-Lakers, puis le Celtics... c'était les Celtics-Lakers qu'il y avait en 2008. On voit Danny Green prendre complètement feu. Le record, il appartient à Danny. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, ils vont non seulement, les Spurs, battre le Heat, s'ils font le travail parce qu'il leur reste 2 balles dans le chargeur, mais en plus, Danny Green vient prendre le record de Monsieur Ray Allen. Pour indication, le Game 5... premier match de ces finales où les 2 équipes passent la barre des 100 points. On est sur des équipes où, franchement, déjà ça défend extrêmement bien. Il y a un niveau d'expérience et de switchabilité sur tous les postes qui est dingo. Et alors, en nombre de Hall of Famers présents sur le parquet, il y en a quelques-uns. C'est clair que là, il faut plusieurs classes de Hall of Fame pour rentrer tout le monde. Et puis, c'est des first ballot. C'est ça, on est bien d'accord. La violence. Là, il y a du first ballot, attention. Puis enfin, bref. 18 juin. On est à Miami, on est au Game 6, putain. Et ben mine de rien, on peut me dire ce qu'on veut, on va regarder ensemble. Non? Si? Oui. Et ben, c'est dominé par les Spurs. C'est un match qui est maîtrisé par les Spurs pendant à minima 3/4 temps. Maîtrisé, les Spurs sont plus concentrés, un peu plus adroits, le Heat a du mal à scorer par moment, parfois il y a Wade ou LeBron ou les deux, ça cafouille et tout, ça se chie un peu dessus sur certaines attaques. On arrive quand même à l'entame du 4e quart, donc quand il reste 12 minutes à jouer, il y a plus 10 Spurs quand même, c'est pas rien. T'allais dire quelque chose, vas-y, je t'en prie. Toute petite parenthèse. C'est la 2e fois qu'on se voit? C'est là? 2e fois qu'on se voit? Oui, c'est les débuts, c'est 2013, c'est les tout débuts. Je crois qu'il y a eu avoir un match de finale. Je crois qu'il y a dû y avoir un match de finale où t'es venu à la maison, et après le deuxième, c'est le Game 6. Je me suis dit, ce mec, putain, casse les couilles. C'est le 2e match. Nom de Dieu. Et là... Plus 10, Spurs. Plus 10 Spurs. Et là... LeBron James fait un 4e carton. Nom de Dieu. Putain, le 4e carton de LeBron James. Le Heat sert la défense, le Heat sale, organisé, collectivement, tout le monde met les efforts et tout. Mais on attaque LeBron James, il met 16 points dans le 4e quart.
Et c'est le fameux match. C'est beaucoup, hein, 16 points dans un quart. On parle de match sous les 100 points, donc 16 points à toi tout seul dans un seul carton. C'est beaucoup. On n'a pas encore vécu les hit checks de Steph, tout à fait. Et c'est le fameux match où LeBron perd son bandeau. À l'époque, c'est le bandeau game. On est sur l'époque de LeBron où il a le bandeau soit le noir avec le maillot noir du Heat, soit le bandeau blanc avec le maillot blanc du Heat, et où on se dit. Il y a des montages, il y a Inside the NBA avec Charles Barkley et Chuck qui font des montages avec des rasoirs en disant hey, rejoins-nous mec, on est tous chauves, let's go. Le bandeau tombe, on se dit nom de Dieu, et il y a toute une légende qui se crée autour de ça parce qu'il est complètement dingue en sortie de bandeau et il nous fait un 4e quart-temps de malade. C'est important de le rappeler parce que souvent, et vous le voyez sur la photo et sur ce moment, on rappelle le shoot de Ray Allen, mais pour en arriver là, il faut que LeBron mette, je sais pas s'il met la franchise, la région ou l'État, je crois, sur son dos. Il prend la Floride sur ses épaules, là, ses grosses épaules, là. Faut bien comprendre, 2013, LeBron James, non, t'es au sommet. On est au sommet du sommet, c'est-à-dire que les Spurs ont beau envoyer Kawhi, il est un peu jeune, tu vois, c'est complicado quand même. Après, ils envoient tout ce qu'ils veulent, il y a de la double, il y a de la réflexion. Je veux dire, la défense des Spurs, elle était très intelligente et tout, mais il n'y a rien à faire. Il n'y avait rien à faire parce qu'il a commencé à mettre quelques mi-distances, après il y avait les drives, enfin bref. L'enfer sur Terre pour les Spurs qui se font grignoter petit à petit. Et là, on en arrive, il y a 94-92, on va commencer par là. Faute sur Kawhi. 30 secondes à jouer. Ouais, environ, c'est ça, un peu moins, je dirais. Jeune Kawhi. Hein. Jeune Kawhi. Il se retrouve sur la ligne, 2 lancers, il a +2 pour son équipe, il en met que 1 sur 2. On est là, bon. Okay. Manu avait fait 1 sur 2 un peu plus tôt et j'étais là genre... Manu avait fait 1 sur 2 aussi, c'est vrai que ça a gâchouillé du lancer, tout à fait. T'es à 95-92, possession hit. Popovic fait un choix qui, vaut ce qu'il vaut, mais voilà, après il réfléchit, il veut pas se prendre 2-3 points. Donc il sort Tim Duncan. Parce que ce qu'il veut éviter, c'est d'obliger Tim Duncan à aller chercher un mec loin dans le périmètre, ce qui, quand même, honnêtement, je ne veux pas faire mon défenseur de Popovic, mais tient également la route quand même. Donc, tu as Boris Diaw sur le terrain, tu as Danny Green, tu as Tony, t'as Kawhi, bon voilà, je sais pas quel est le 5e. Comme ça, de tête, je sais plus, mais peut-être Gary Neal, peut-être, tu vois, un gars comme ça, je sais pas qui c'est, ça, voilà. Ballon à LeBron, hein, grosse surprise, hein, normal. Hein, Mario Chalmers, l'autre il monte la balle, on est là genre qu'est-ce que tu fais Mario hop. C'est dans les mains de LeBron là. Il donne la balle à LeBron, LeBron il pose un dribble ou deux, il se décale un peu sur sa gauche, fenêtre de tir il prend, normal. Trop long. Le ballon rebondit très haut, très haut. très haut pour les petits Spurs. Et là il y a le grand Chris Bosh, Rebound Bosh. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait Chris Bosh ? N'empêche, faut le noter aussi, ça. Présence d'esprit. Exactement. Genre l'autre, il y a du stress comme pas possible. Ils sont à -3. Ils sont au bord de l'élimination, en fait, le Heat, là. Ils sont au bord, malgré le carton incroyable qu'ils viennent de produire. En défense, avec un LeBron James incroyable qui fout des points dans tous les sens, ils sont quand même, les Spurs sont toujours devant. Ils sont au bord de l'élimination. L'autre, il prend ce rebond, qu'est-ce qu'il fait ? Tiens, Ray Allen. Et avant de parler évidemment de ce shoot... puisqu'on fait tout le contexte global, au moment où tu le dis, en effet, il y a ce comeback de 4e quart-temps. Plein de gens qui ont soit vécu ces finales, soit ont lu par la suite comment ça se passait. Il faut bien comprendre qu'à 1 minute de la fin, la sécurité du Heat commence à sortir ce qu'on appelle les yellow tapes. Ce sont les bandes jaunes qui servent notamment à entourer le public lorsqu'il va y avoir une équipe championne et qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait des gens qui rentrent sur le terrain. Le champagne est de sortie. Le trophée a été avancé en sortie de couloir. C'est fini, quoi. Pour potentiellement célébrer la victoire des Spurs. Et on a... L'enfer. Complètement. Pour Miami, je veux dire. Pour eux, tu te dis c'est terminé. Et on a d'ailleurs, et ça va être rapporté après par la suite, non seulement par Chris Bosh, mais aussi par énormément de joueurs du Heat et observateurs, il y a des joueurs du banc de Miami qui se retournent, lèvent la tête, et il y a une partie de la salle qui se barre. Ces fans-là vont être ils étaient dans la salle, tués et hués ensuite pendant un nombre d'heures et de jours suivants en se disant, les gars, vous avez quitté la salle. Même Chris Bosh d'ailleurs va dire, vous ne venez même pas dans cette salle pour le Game 7 parce que vous nous avez quittés alors que nous on était encore dans la partie. Et en effet, le rebond de Bosh, sortie de balle pour Ray Allen. Ray Allen, il recule d'un petit pas. Tony est un peu loin, puis de toute façon, qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Parce que faut reconnaître, là vous le voyez sur l'image, je veux dire, Ray Allen, c'est un des plus beaux, non seulement c'est un des plus efficaces, mais c'est un des plus beaux shoots
de tous les temps, droit comme un i. Et mine de rien, son release point, comme on dit, il est très haut à Rere. Hein. Pour aller contrer, tu peux y aller. Ficelle, 95 partout, il reste quoi, 5 secondes sur l'horloge, un truc comme ça. Enfin, il n'y aura pas d'autres paniers de toute façon hein, dans le match, mais c'est pas un buzzer. Hein. Non, il reste quelques secondes. Hein. Il reste quelques secondes et on voit l'explosion. Moi, je me souviens que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pense qu'il y a plein de gens dont je veux bien les témoignages au moment où il y a cette finale et ce shoot, parce que t'étais à ça de te dire qu'est-ce qui va se passer pour le titre des Spurs. On voit des zooms. Et là, c'est prolongation. Tout à fait. On voit des zooms sur certains gars de l'équipe des Spurs où les coudes ils sont serrés comme ça. On se dit genre what the fuck. Il y a notamment un zoom dont je me souviendrai toute ma life, ça va te faire plaisir, sur Tracy McGrady qui est joueur des Spurs à l'époque et qui est là. On se dit genre yes, il va avoir sa bague. Il a joué 1 minute au match précédent et le shoot de Ray Allen fait exploser la salle complètement. What the fuck. Mario Chalmers, vous allez voir sur le replay, fait des jumping jacks. Il saute sur le banc à 8 mètres de haut. Et la remise en jeu suivante est pour Danny Green, bien contré par Chris Bosh. C'est vrai. À se demander s'il y a faute ou pas, mais le fait est que... Prolongation. Il y a prolongation et les Spurs sont... Prolongation qui sera gagnée de justesse, hein, 8-5 ou 9-5, ou 8-6, un truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup de points en prolongation. 8-5. Ouais, voilà. Au passage, on va quand même juste, parce qu'on a beaucoup parlé de Bron, de Wade et tout, machin, Ray Allen, donc là il met un des plus gros tirs de l'histoire des finales NBA, je veux dire. Du basket même. Tiens, je veux dire, c'est chaud quoi, parce que s'il marque pas, là lui il a vraiment la pression, s'il marque pas c'est perdu. Hein. Donc c'est quand même, tu vois, c'est une vraie pression sérieuse. Je précise quand même que quand il tire ça, il va sur ses 38 ans, Ray Ray. Ouais. Il a déjà grosso modo 35 minutes de jeu dans les papates, à 38 ans. Et il a encore la qualité, l'énergie, la rigueur, la discipline, tout ce que vous voulez. Ce soir-là, l'éthique de travail de Ray Allen, d'une carrière entière, l'éthique de travail de Ray Allen, c'était un truc très sérieux, attention. Hein. A payé. Ça a payé. Il a souvent, ouais, tout à fait, il a souvent mis en avant le fait qu'il voulait rester prêt, quoi qu'il arrive dans sa carrière. C'est le travail qui m'estire quelque part un peu. Complètement. Et il arrêtait pas de répéter qu'il était là 2-3 heures avant chaque match, 2-3 heures avant chaque match. Et c'est les mêmes shoots dans les corners, et c'est les catch and shoot, parce qu'on sait jamais, parce que la situation va se présenter, parce qu'on ne sait pas. Parce il est à 0 sur 2. Il a pris que 2 tirs à 3 points, il n'en a pas mis un, il est à 0 sur 2 à 3 l'autre. Normalement, on n'est pas dans une bonne soirée. Non. 0 sur 2. Donc c'est vraiment la shooter's mentality. Le prochain, ça rentre. Et quand t'as le catch and shoot, il se pose même pas de questions. Et cette espèce de GPS, Dieu sait si elle m'a fait mal cette action. Mais d'un point de vue purement basket, de voir un joueur avoir une telle reconnaissance dans la pression, dans le moment, dans ce rebond de Bosh où la balle t'arrive en pleine gueule, d'avoir la présence d'esprit de faire vraiment... Ça se joue à quelques centimètres et millimètres, de vraiment faire son step back à 3 points, droit comme un i-ficelle. Le shoot, le poster de toute façon devient mythique. Il y a même LeBron qui est comme ça à 3 points en redemandant une deuxième cartouche, sauf que là t'as Ray Allen qui est dans le corner. Et là, on n'est pas encore... Peut-être qu'au moment où on est en train de faire ces vidéos, où les gens qui regardent ces vidéos se disent oui, depuis Stephen Curry est le joueur qui a mis le plus de 3 points dans l'histoire de la NBA ou machin. À l'époque, Ray Allen est numéro 1, point blank. C'est le numéro 1. Steph Curry, est un shooter à 3 points encore plus immense à mon sens que Ray Allen. Juste, faut quand même, je voulais faire ce petit passage parce que quand même, le mec va avoir 38, quoi. Le mec... Il a des kilomètres et des kilomètres. Je veux dire, on est en 2013, il est arrivé en 96 en NBA. Enfin, tu vois, genre, attention. Et puis, il n'a pas été role-player toute sa carrière. Je vous laisserai aller checker la carrière de Ray Allen, mais c'est attention, hein, c'est des belles dingueries aussi. Et donc, c'est vraiment le travail, c'est vraiment la rigueur, la discipline de Ray Allen qui rend ce tir. Les mécanismes, les automatismes. Et ça, c'est fort, il faut le saluer, quoi. Bien sûr. Miami sort vraiment de la tombe. C'est clair. Et les médias reviennent sur ces photos qui vont devenir iconiques, des yellow tapes, des bandes jaunes qui sont là pour justement normalement annoncer le titre des Spurs, des zooms qui sont faits sur les joueurs. Il y a des passages et des témoignages extraordinaires sur ce qui se passe après le match du point de vue des deux camps, c'est-à-dire Greg Popovich qui parle notamment du fait que les Spurs vont aller dans un restaurant tous ensemble, qui va essayer de trouver les mots, peut-être un des moments les plus durs en coaching de l'histoire, parce que Pop est avec des joueurs qui sont abattus, totalement abattus. Même un joueur comme Tim Duncan, qui a une ligne de conduite et comportementale où il a montré zéro émotion. C'est trop dur. Pendant des années, là c'est beaucoup trop dur. Ça fait 18 ans que le mec il est là, et là cette fois il craque et dit les gars, franchement c'est trop dur. On est passé à ça du titre. On a travaillé toute une saison pour en être là, et on se prend un shoot à 3 points. Non, c'est terrible. C'est terrible. Trop mal. Et beaucoup d'ailleurs de joueurs des Spurs vont rappeler ce moment-là pour se dire
c'était un des moments les plus tristes de toute leur carrière. Et pourtant, il y en a qui ont des déceptions en équipe nationale et compagnie. Hein. Je veux dire, Tony, Manu, Duncan, ils ont connu des déceptions. Hein. Et là, ils disent rien n'équivaut à cette soirée. Rien n'équivaut à cette soirée. Derrière, il y aura un Game 7 remporté par le Heat sur les épaules d'un gros LeBron James aussi. Game 7 de LeBron James, voilà, assez bien dominé par le Heat. Match serré, hein. C'est gagné de 10, non peut-être pas de 10, de 8. 95-88. De 7. Combien de points il a mis LeBron dans ce match sur les 95 LeBron il fait un Game 7 de monstre. C'est monstrueux. Il est à 37 points, voilà, 12 rebonds. Voilà, c'est ça. voilà. Dans un match sous les 100 points. Hein. Ouais. Donc non, monstrueux, victoire du Heat, back-to-back du Heat. Et avec donc, le fameux Shane Battier à 6 sur 8 à 3 points. Des dingueries. Ah, le Shane Battier game, là, le Shane Battier game qui termine et tout. C'est horrible. Et donc là, on va en arriver à se poser des questions ou c'est comment en fait? Non? Allez. Parce que là, le contexte, je crois, il est bien mis, non? On a bien mis le contexte. T'as capté, Ray Allen, la ficelle, c'est bon? C'est l'heure de la boîte à SF. La boîte à SF? SF, small forward, comme LeBron James. Tout à fait. Voilà. Ou sans faute au rebond. Dans cette section, vous le savez, on doit se poser plein de questions. Il y en a plein des questions. Et si Ray Allen loupe son shoot dans le corner face aux Spurs en 2013? On a installé le contexte. Dieu sait si ce shoot il a des répercussions parce qu'on sait qu'après, comme on l'a dit, le Heat l'emporte en 7. Et donc, back-to-back. Et donc, plein de questions. Tu veux commencer par quoi? Donc, bon, si Ray Allen met pas ce tir, ok, Spurs champion. Spurs champion. Spurs champion. Tim Duncan MVP des finales? J'ai l'impression, moi. Ouais. D'ailleurs, ou Tony, mais Tony, il fait un gros game 1, mais après, c'est un peu plus dur. Non, c'est... C'est Tim Duncan, hein. C'est Tim Duncan. Donc, Tim Duncan, il aurait 4 MVP des finales. Tim Duncan serait à 5-0 en finale NBA avec 4 MVP des finales. Quand même. Les lundis, bon, le top 100 all-time est différent, ça fait... Pas tant que ça. Bah, je veux dire, ça lui fait pas... Enfin, tu vois, ça va pas... Ça lui fait pas un jump de 10 à 1, ouais, mais... bah non. Non, mais tu peux rentrer dans le top 5, il y en a plein qui se posent la question. Tu peux rentrer dans le top 5, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas mis dans le top 5. Tu peux rentrer dans le top 5. Il y a plein de gens, et c'est une question tout à fait... peut-être où tu regardes Duncan et tu te dis, damn, le mec il a battu Shaq et Kobe, LeBron en finale de sa saison 2013 de MVP, de... Waouh. Ouais. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est un petit peu sale. Hein, pour Duncan, moi, c'est dingue. Duncan gagne des places et Duncan rentre dans une espèce de stratosphère qui est... S'il avait été sur le terrain, il aurait pris ce rebond? Ouais. Sont dures les questions, parce que j'avoue que... Non, mais... Il aurait pris ce rebond. Il aurait fait un écran de retard sur Chris Bosh et il aurait pas bougé. C'est un des meilleurs rebondeurs défensifs de l'histoire de NBA, donc ça aurait pas bougé. Il y aurait une faute sur Duncan, il aurait fait un sur 2 au lancer, on aurait 4 points d'avance. Voilà. C'est exactement. Ou il aurait fait une remise en jeu foireuse, dédicace aux fans des Spurs. Donc ça c'était ma première question. Toujours dans la veine Spurs. Après je te laisse poser une question. J'imagine t'en auras autour du 8. Est-ce que t'as des mouchoirs? Toujours dans la veine Spurs. Du coup, c'est quoi l'histoire? On n'a pas ce truc de 2014. Et c'est ça. Parce que le truc, c'est que là, Popovic, il a galéré entre le 6 et le 7. Par contre, après, on avait fait la vidéo sur Duncan avec Léonce dans ce Ball Never Lies. On avait trouvé les images là, du camp militaire où il les emmène là, pour faire une préparation, blablabla, avant la saison 2013-2014. Saison incroyable des Spurs qui se ponctue par des finales magnifiques. On parlera de Beautiful Game et tout, où ils empêchent le Heat de faire le three-peat. Quand même, hein, c'est pas rien. Hein. Donc, ça aurait pas eu lieu, ça, alors? Peut-être. Peut-être que les Spurs, ils seraient pas revenus avec la même énergie. Ça se trouve, Duncan, il prend sa retraite, là, en 2013. Tac. Quel âge il a, Duncan, en 2013? Il a au moins... Il a 37, 38, tu vois? Comme Ray Allen, quoi. Mot pour mot, dans le plus grand livre de basket de tous les temps, sur notre âge qu'on ne vous conseillera jamais assez. Je cite, guillemets, je pensais prendre ma retraite. Avouera même Greg Popovich. C'était Popovich, pas Duncan. Lorsqu'il y a eu le shoot de Ray Allen. Et par rapport à cette question, 2014 n'existe pas sur 2013. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Parce que les Spurs vont avoir un sentiment de revanche qui est incroyable. Tu peux revenir avec un groupe similaire, parce que tu as toujours Tony, Tim, Kawhi qui est en train d'émerger, etc. T'as pas le même état d'esprit, c'est impossible. Mais t'as pas le même état d'esprit, t'as pas le même fight, t'as pas les mêmes résolutions. Tu n'as pas ne serait-ce que les mêmes déclarations de Tim Duncan en finale 2014 où il dit on est de retour
et cette fois on va y arriver. Qui est vraiment une des quotes, on a dit genre, mon Dieu, Duncan qui prend la confiance. Duncan parle, et il prend la confiance de ouf. Alors d'habitude c'est genre, oui, les deux équipes ont bien joué, il y a entre deux, 4 cartons, bien joué. Là c'était vraiment, on va les fumer. Et donc, quelque part, oui, tu n'as pas... Mais tu sais, ça me fait penser aux enquêtes où on a fait les Warriors de 2016, où ensuite, si t'as pas ça, t'as pas KD avec les 2 années. Dans la défaite, tu progresses en fait. Le titre de 2014 est incroyable pour les Spurs, et il n'a pas lieu sans ce sentiment horrible dans la bouche que t'as en 2013. Mais à choisir, je prends 2013... Voilà, et puis je vois pour 2014. Et je vous laisse vous débrouiller en 2014. Mais tu sais que c'est intéressant parce que si tu prends 2013 et que les Spurs gagnent ce titre, dans la continuité, autre question. C'est quoi genre la suite en fait côté Miami? Parce que là on prend le versant Spurs. Bien sûr, et j'allais venir sur la question côté Spurs. Version hit. C'est que autant côté San Antonio, je suis le premier à me poser des questions. Complètement. Alors j'allais venir sur les Spurs, comme tu le disais, il y a l'aspect Duncan, il y a l'aspect Popovich où on est là genre ouais en fait c'est chaud, le mec il perd jamais une finale NBA, ça nous rappelle quelqu'un, enfin genre tu vois c'est un peu chaud. Et encore Phil Jackson avait perdu face aux Pistons et je sais plus qui. Contre les Celtics aussi en finale NBA, je crois, il a perdu. Phil Jackson en 2008. Il en a perdu qu'une, Phil Jackson, je pense. 2 2004 et 2008. Il en perd 2. 2004 et 2008, t'as raison. Il va donc pour Pop, 13 fois en finale, il a 11 bagues. Côté hit, il y a le fameux totem, ce qu'on appelle le totem Skip Bayless. C'est-à-dire la question que certains vont reprendre pendant des années, qui est Ray Allen a sauvé le cul de LeBron au niveau de sa legacy. Ce qui est dur parce que LeBron fait un énorme 4e carton. C'est complètement abusé. De toute façon, si on commence à écouter les takes de Skip Bayless, je suis d'accord. Mais tu sais bien que c'est pas le seul à dire ça. C'est qu'il y en a plein qui posent la question de comment ça se passe pour LeBron s'il n'y a pas de back-to-back. Mais voilà. Avec ce hit, avec des Spurs qui sont dingos, mais où tu te dis putain, c'est chaud. Tu te dis que du coup, c'est pas eux qui reviennent vénères comme jamais en 2014 et qu'en fait, ça donne pas autre chose. Du coup, moi j'ai une question. Donc, du coup, bon, pas de back-to-back. Ok, wow. Bosch, il a une bague. Wade, il s'arrête à 2 ou comment ça se passe? Est-ce que le hit revient vraiment vénère en 2014, suffisamment vénère pour écrabouiller et avoir tellement la dalle en finale et être injouable? Tu peux te dire 2014. Ils ont les joueurs, hein. Tu peux te dire tout à fait 2014 ce qui se passe. Et quelque part, pour affronter une équipe qui peut être en face et qui peut être pas mal, il y a des copains dont on a fait une enquête récemment, ça s'appelle le Oklahoma City Thunder, où en 2014, quand tu butes sur les Spurs de Boris en finale de conf, peut-être que cette fois en fait le Thunder passe en finale NBA et le Thunder Heat de 2014, sale. Je sais pas. Belle confrontation. J'ai envie de dire Miami, mais c'est tellement du what if. Ah ouais. Belle confrontation. Je dis Miami quand même moi. Je dis Miami aussi. L'expérience, le coaching quand même en finale là, parce que attention. Non, bien sûr. Du coup, j'ai une autre question qui concerne également LeBron. C'est s'il n'y a pas de back-to-back là avec le Heat, est-ce qu'il y a un coming home à l'été 2014? Oui. T'es sûr de ça? Ouais. Sûr. Parce que l'avantage là qu'il a, c'est qu'il sort d'une finale perdue. Par contre, il y a 4 finales en 4 ans. Et il y a un back-to-back au milieu. Il y a un petit côté devoir accompli côté Miami, tu vois. Bien sûr. Et donc, du coup, il y a le côté coming home qui est vraiment fort avec le côté de... C'est pas comme s'il avait quitté le navire Miami avec rien. Non, il y a 4 finales en 4 ans avec un back-to-back. Bien sûr. Il revient à Cleveland en mode j'ai gagné ailleurs, maintenant je veux faire gagner ma ville. J'ai le sentiment que, c'était quelque chose que LeBron désirait vraiment. De ouf. Pas scripté forcément de ouf, mais je pense qu'il désirait vraiment retourner à Cleveland pour essayer de leur offrir un titre. Donc déjà, je crois que dès 2012, en battant le Thunder, It's about damn time, c'est quand même la phrase qui va sortir en mode genre ok c'est bon, j'ai la bagouze, genre on est tranquille. Et puis deuxièmement, pour les fans du Heat qui s'en souviennent, les relations entre LeBron et Pat Riley, elles se sont pas détériorées en 4 mois. C'est aussi des relations qui sont un petit peu touchy au fil du temps. Donc j'ai l'impression qu'il y aurait quand même eu un comeback à Cleveland. Donc il y aurait eu 2016. Enfin, je veux dire, donc il y aurait eu 2016 dans l'absolu, avoir comment ça. Non, parce que c'est quand même pas rien. Mais bien sûr. T'imagines si le fait qu'il y ait cette finale de 2013 qui soit perdue parce que le shoot de Ray Allen ne rentre pas, parce que Ray Allen nous brique ça, par exemple. Et donc, du coup, victoire des Spurs. Et qu'en 2014, ça se passe bien, il te revient fort et tout, et que du coup, en fait, ça reste, ça se dit, attends, en 2015, on fait le back-to-back, c'est là qu'on le fait notre back-to-back, tu vois. Genre que ça insiste un peu à Miami. Et que du coup, il n'y a pas ce coming home à Cleveland. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
parmi les plus grandes finales de l'histoire NBA, elles n'existent pas en fait en 2016. Non. Oh putain. Wade, on l'a classé... C'est quoi, c'est Kyrie, il a pas de bague? Bien sûr. Dwayne Wade, on l'a classé top 25 all-time. Ah oui, top 20 même. Top 20 même. Ouais. J'hésitais sur le top 20, mais je crois qu'on l'a classé top 20. Ouais, je sais plus exactement, mais je dirais bien. Radar en 18-22, ouais, quoi. Ouais. Tu veux que je regarde? Chier. Je vais regarder. Pour moi, j'ai l'impression que si cette finale, par exemple, elle n'est pas gagnée, Wade, le premier chiffre, c'est un 3 ou un 4. Hein. Un 3. Cette finale, si elle n'est pas gagnée, Wade, le premier chiffre, c'est un 3. Oh. Quand même. Allez, fin de top 20. Elle est sale, sa carrière. Hein. Non, mais bien sûr, mais... Je regarde. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche? Le top 100. Je crois que Wade, on l'avait mis genre 20 ou... Waouh. 20 ou 21. Je sais plus. Toi, tu l'avais mis combien? Attends, j'arrive. Je pense que Wade, ça l'impacte aussi parce qu'on dit souvent genre Wade, 3 bagues. Et en effet, il y a celle de 2012, celle de 2006. Alors, Bastien. Et celle de... Ah oui, t'as Wade, accès. il est où ton classement? Ah, il est là. Dis pas de conneries, il y a des gens qui écoutent. Wade, 19ème chez toi. Top 20 all time. Ok. Je crois que tu l'as mis plus haut, toi. Et moi. Tu l'as mis 20ème, je crois. Et moi. 22, moi. Waouh. Déjà, il y avait un écart. Donc toi, tu l'aurais mis en fin de top 20, quoi. 22, ouais. Moi, j'aurais mis 25. Il recule, Wade. Avec une bague de moins? Un petit peu, oui, peut-être, oui. Après, je regarde les mecs derrière lui, c'est pour ça, hein. Bon, voilà. Pas tant que ça, en fait. Hein. Ça change plutôt, au-delà de son classement réel dans un top 100 ou quoi, ça change plutôt le truc, genre, maintenant, en fait, Dwayne Wade, en acceptant un deuxième patron dans sa ville, son poteau LeBron et tout, ça lui a permis de faire un back-to-back. Et là on peut le dire, genre vraiment avec un monstre à côté de lui et tout, et lui il a fait du taf comme on l'a très bien dit et tout machin, mais du coup il aurait pas ce back-to-back, et on sait que les back-to-back c'est quand même des critères importants dans la carrière, dans un palmarès de joueurs. Donc ouais, pour Wade, ce shoot a une grande incidence. Je sais pas vraiment où est-ce qu'on le case, mais tu l'as mentionné tout à l'heure, le fait que ce tir est peut-être un des plus grands de l'histoire, si ce n'est le plus grand de l'histoire. Chacun son classement. Mais si ce shoot n'existe pas, c'est lequel le plus grand? Ah, il y a Jordan 98 quand même, c'est un petit peu sale quand même pour finir une série. Je sais même pas si on le met forcément derrière Ray Allen, hein, tu vois, ça discute fort. Hein. Kyrie 2016. C'est un peu différent parce que, en fait, ce qui est fou dans le tir de Ray Allen... Kawhi. Non, mais c'est que c'est un all-in quelque part. C'est-à-dire, si ça tout rentre ou pas, rien. Si ça rentre pas, tu rentres à la maison. Bye. Jordan, si ça rentre pas, tu perds probablement le match parce que t'es à -1. Ok, mais par contre, t'as encore un match derrière Bien que sûr. tu peux éventuellement gagner. T'as encore une cartouche. Là, il n'y a pas de cartouche. Bien sûr. Kyrie 2016. Bah non, c'est derrière. Ça, par contre, ça, c'est sûr. Ah, si ça rentre pas, il y a égalité. Hein. T'es encore dans le match. Il reste combien 80 secondes ou je sais plus combien de temps il reste sur l'horloge. Enfin, c'est pour ça que j'essaie de faire le classement. C'est en fait, un match. Dans les Moi, plus ce que grands je trouve tirs de fou l'histoire. dans le tir de Ray Ray, c'est que clairement, c'est tout rien, potentiellement, c'est si ce tir ne rentre pas, t'es à -3, quoi. Donc, t'es à -3. Donc c'est pour ça qu'on est sur un what if qui est sur absolument tout ou rien, sur un des plus grands moments de l'histoire de sport. Quoi. Limite, le tir de John Paxson en 93 est plus gros, limite, encore, contre les Suns. Il est énorme, ce tir. Je ne sais même pas voir qu'il peut y avoir dans la concurrence. Tu vois 2, 3, 4, 8, 9, 10... Mais moi, je trouve que le côté, en fait, je valorise peut-être trop d'ailleurs, hein, mais je valorise beaucoup le côté, genre, la pression du si ça rentre pas. Mais bien sûr. Mais c'est comme pas de filet là. Hein. Mais bien sûr, c'est comme la différence entre quand il y a égalité, il y a -2. Je veux dire, c'est pas du tout la même chose. Si Kawhi loupe les mêmes tirs. Si Kawhi loupe son shoot face aux Sixers, il y a prolongé. Il y a égalité. Il y a prolongé. Kyrie peut-être aussi. Je les mets derrière. Tout à fait. Il y a celui de Jojo 98 parce qu'on est quand même en train de parler de fermer une série de. On est quand même en train de parler de fermer un three-peat. Ouais, -1. Puis il ferme un three-peat. Et à l'extérieur. Voilà. Donc ça c'est très très chaud. Ouais. Mais quelque part il a encore une cartouche derrière. Ray Ray, il n'y a pas de cartouche. Il y en a pas. Il y en a pas. Et il y a -3. Ouais. C'est sale. C'est très très sale. Vu tout ce dont on parlait là, déjà en termes de joueurs, mais aussi de situation à Miami, où donc tu es arrivé
à l'été 2010, ça paraît de pas 1, pas 2, pas 3, etc. Et que là, donc, tu n'as remporté que un titre. On attend de voir ce qui se passe en 2014. Hein. Mais j'ai pas la situation contractuelle sous les yeux. J'ai pas le sentiment, on le sait pour les plus grands, hein, mais j'ai pas le sentiment que le groupe Heat allait tant changer que ça potentiellement. Tu gardais encore LeBron, Wade, Chalmers, Bosh, etc. Mais il y a un scénario dans lequel quelqu'un d'autre prend la suite à l'Est, genre en fait ces espèces de Pacers de Paul George, où il y a une zone floue autour des Bulls, où on sait pas trop qui c'est, les Pacers de Paul George. J'ai pas envie de mettre les Hawks de Minnesota Perfect parce que j'ai un peu L'amour propre. J'ai un peu d'amour propre et de respect pour mon sport, malgré tout l'amour que j'ai pour cette franchise. Mais à l'Est, ça reste l'hégémonie et la dictature LeBron. Ouais. Oui. Ils sont vraiment forts. Hein. Ils sont trop forts. Ce hit est vraiment fort. Hein. Et d'ailleurs, il va retourner en finale NBA en ayant été champion. Donc, c'est là aussi où il faut aussi comprendre la valeur des Spurs. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait nez à nez avec ce hit, quoi. Genre ce hit de Big Three, de Tres Amigos, avec, comme on le dit, la 3 Hall of Famer, machin et tout, des joueurs incroyables et tout. Les Spurs sont arrivés là avec un vieux Duncan, Tony Parker et tout, du jeune Kawhi, des shooters, de l'intelligence, de la tactique, et ils ont fait les yeux dans les yeux. C'est très très fort. Je sais plus où est-ce qu'on a casé ces finales dans le classement des finales NBA dans l'histoire. Parce que peut-être que pour certains elles sont pas très belles, mais Dieu sait s'il y a un moment incroyable avec le show de Real. Voilà, c'est ça le truc. Plus Game 7, plus LeBron et tout. Enfin, c'est Coronation. Il n'y a pas ce tir. Ouf. Parce qu'on parle beaucoup de ce shoot, comme on a souvent dit, tu sais, le The Block de LeBron, alors qu'à côté les finales, quand on avait fait le débrief et qu'on avait tout expliqué, on disait putain, il y a les blowouts qu'il y a dans cette finale, mais souvent on explique que derrière il y a un moment all-time. Il n'y a pas ce shoot, ces finales, bon, c'est un... C'est bon. Merci Guarini et Danny Green. Quoi. C'est 4-2 Spurs, on fait ouais, le 8, ils n'ont pas été foutus de tenir les shooters des Spurs et tout, quoi. C'est sale. Bon, bah ouais, hein, c'est bon, ça fait bouger quelques lignes quand même, cette affaire. La dernière question, juste avant l'échelle, c'est pour Ray Allen lui-même. Parce qu'on a parlé de Duncan, de Pop. Il est déjà Hall of Famer. Il est déjà hors norme. Il a déjà 2 bagues, parce qu'il a déjà une avant d'aller à Miami. Avec Miami et à Boston, tout à fait. Il a déjà fait des dingueries, il est déjà All-Star. Ça reste Jesus Shuttlesworth, parce qu'il a tourné He Got Game avant même d'arriver en NBA et que c'est nickel. Mais la légende de Ray Allen n'est pas du tout la même. Non, mais t'as raison, t'en parlais, parce que dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, tu sais, je parlais de son travail, de sa qualité de shooter, droit comme un i. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a l'essence même de ce qu'a été Ray Allen dans sa deuxième partie de carrière, où le physique commence un peu, enfin il est moins impactant en drive et tout, parce que Ray Allen c'est un scoreur slasher de grand malade pendant 7 ou 8 saisons en début de... Enfin tu vois, genre c'est monstrueux quoi. Non, c'est dingue. Et là il y a vraiment l'essence, l'apogée de ce qu'il est, c'est-à-dire un shooter all-time qui rentre un shoot all-time dans des conditions de pression all-time. Et il y a finalement pas tant de shooters que ça qui peuvent le mettre en fait. Son image de tueur, son image de tueur, elle est cimentée ad vitam aeternam. Et d'ailleurs quelque part, pour tant de gens, je pense que Mike Breen serait ici, il dirait honnêtement, moi j'ai eu Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup, mais je pense que Mike Breen, ou même moi, parce que quand on a fait les séances dédicaces ou qu'on a pu croiser certaines personnes, ils s'amusaient à dire ça. Tu me dis, ou tu dis à Mike Breen, ou tu dis à certaines personnes rebound Bosh. Mais bien sûr. Il n'y a même pas besoin de finir la phrase. Non. Parce que c'est un des commentaires. Ils savent de quoi on parle. C'est un des commentaires les plus iconiques de l'histoire de ce sport. C'est vraiment rebound Bosh, back at Allen, is 3-pointer, bang. C'est vraiment toute une phrase où en fait, pour certains, c'est à se tailler les veines, moi en premier, et pour d'autres, c'est rentrer dans un moment. Je crois que beaucoup de gens savent où ils étaient le 18 juin 2013. Ça fait partie des moments ultimes du basket. Voilà, et c'est Ray Allen qui a la balle dans les mains à ce moment-là. Voilà. C'est pas n'importe quoi pour lui, c'est clair. Fallait boxeur bon. On va devoir noter tout ça. Allez, c'est parti. C'est l'heure de l'échelle du what if. L'échelle du what if. Ça va de 1 à 5. On vous a déjà expliqué tout ça. On met une petite note. Si vraiment vous pensez que l'enquête du jour a des conséquences somme toute relatives, sur l'histoire et les acteurs qui composent l'enquête, vous mettez 1 ou 1,5 et vous pouvez aller jusqu'à 5 en fonction du niveau. C'est ça. Essayons d'être objectifs, s'il vous plaît, mes chers fans des Spurs, ou du Heat d'ailleurs, ou autres observateurs qui ont vu ces finales 2013. Alex, quelle est ta note et ton explication ?
4,5. Pourquoi je mets pas 5? Je peux mettre 5. Mais je mets 4,5. Je mets une très grosse note parce que voilà tout ce qu'on a dit pendant les questions quoi. Je crois que voilà, je peux le réexpliquer, mais en gros, c'est-à-dire que on touche à la carrière de Tim Duncan, on touche à la carrière de Dwayne Wade, on touche fort à la carrière de LeBron, on touche à la carrière de Ray Allen, on touche à la carrière de Popovich et d'Eric Spoelstra. Tu vois, on touche à l'histoire de franchises quand même assez sérieuses comme le Miami Heat ou les San Antonio Spurs. Donc ouais, en un tir. T'as LeBron qui a un back-to-back ou pas dans sa carrière, Wade aussi. Tu as, on le disait tout à l'heure, Tim Duncan qui en fait est à 5 finales, toutes gagnées, 4 fois MVP des finales. Où genre on est là, on fait... mais attends, en fait, il a un meilleur palmarès que Larry Bird. Tu vois ce que je veux dire? Que Magic Johnson, il la regarde droit dans les yeux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre... Duncan, oui. Puis dis donc, il avait 38 ans en fait, à 38 ans, et MVP des Duncan, finales. Shaq. Ouais, tu vois, c'est ça. Tu vois, genre... En fait, Kareem Abdul-Jabbar, il a fait quoi de mieux que Tim Duncan? Non, mais attends, voilà. Bon, bref, on est dans ce genre de délire. Donc, c'est pas le cas. LeBron James, voilà, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a coming home ou pas? Back-to-back, à quel point est-ce qu'il est capable de revenir 2014? Enfin, franchement... Et bien sûr, il a été énorme, on a suffisamment insisté là-dessus dans le 4e quart, et c'est lui qui ramène l'équipe, et sans lui, Ray Allen n'aurait même pas eu l'opportunité de mettre ce tir. Incontestable, n'empêche que le tir, c'est Ray Allen qui le met. Et que c'est primordial, à ce moment-là, ça permet à l'équipe d'arracher la prolongation. Donc ouais, c'est un gros 4,5. C'est une enquête hyper importante, et c'est un tir qui, s'il ne rentre pas, ouais, je pense qu'il y a plein de gens, on ne parle pas du tout pareil d'eux. Pas du tout. Voilà, tu mets combien toi? 5. Fume. Un petit fume. 5. C'est un des plus gros what-ifs de tous les temps. Malgré le fait qu'en effet il y a déjà des palmarès pour les Spurs et le Heat qui font que en effet tu as déjà des bases. Il y a déjà des bases. Sérieuses, je veux dire. Tu peux tout à fait te dire que bon voilà, ce shoot rentre pas, c'est pour les Spurs, et puis l'année suivante c'est pour le Heat, sauf que là, dans tous les garçons qui ont été cités, on a à peine parlé de Kawhi Leonard qui va bien profiter de 2014 quand même pour avoir un sacré temps pendant sa carrière. Est-ce que ça définit la carrière de Kawhi Leonard? Non. Par contre, on le voit quand même, il y a eu la pression sur les lancers, où il les a pas rentrés, où l'année suivante, il va s'occuper des finales, où il va rentrer dans la gueule de LeBron, où on a aussi toutes les célébrations qu'il va y avoir autour. Il est dans l'équipe de Boris Diaw, mais il n'y a pas Marco Bellini, il y a plein de garçons qui n'ont pas de bague, qui vont essayer d'en avoir une l'année suivante en 2014. Il n'y a pas The Beautiful Game, il n'y a pas l'héritage qu'on a pu voir ensuite dans certaines équipes qui ont dit genre ok, on a eu ces Spurs qui ont été très bons dans le mouvement de balle, mais qui sont revenus l'année suivante avec un niveau de jeu collectif et une émotion dans le jeu qui était là aussi all-time. C'est-à-dire qu'on a regardé les Spurs de 2014 et on a eu d'autres débats, on s'est dit quelles sont les meilleures équipes collectives de l'histoire? On ne dit pas les Spurs de 2013. Ah non. On dit les Spurs de 2014, on dit que ce sont les Spurs revanchards et on les compare avec les Celtics. On parle de 2014. Exactement, et on compare avec les Celtics de 86 et avec d'autres équipes collectives comme ça. Et donc, il y a trop de joueurs Hall of Famer concernés. J'ai même pas envie de les... Tony, Manu, Pop, Spoelstra, Riley, LeBron, Ray Allen, Wade, Bosh, j'ai dû oublier quelqu'un. Il y a au moins une dizaine de Hall of Famer qui sont impactés par ce bordel. C'est un des plus grands moments de l'histoire, et oui, c'est un what if parce que je continuerai de l'affirmer, je pense que tous les gens qui ont vu ce shoot savent où ils étaient. Et donc, on s'en battrait totalement les couilles s'ils savaient où ils étaient quand Ray Allen loupe le shoot, mais quand ils le mettent, c'est l'histoire qui est chamboulée en fait. Ouais, c'est le temps qui s'arrête, c'est l'histoire qui est chamboulée, tout à fait d'accord. Et moi, j'ai été en PLS, donc je suis obligé de mettre 5, parce que je crois que j'étais en PLS comme jamais j'étais en PLS, et qu'on a discuté plus d'une fois. 4,5 pour Alex, 5 pour Bibi. Voilà, je suis arrivé au bout de cette enquête. Je pensais que j'y arriverais jamais, mais c'est fait. Je vais pouvoir. Belle enquête, enquête importante. Et enquête très importante dans l'histoire de la NBA, évidemment. Continuez à nous suggérer vos propres idées d'enquête. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une petite enquête. Des bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.